Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est totalement dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle Comment vas-tu vraiment? Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille vivement de l'écouter, que ce soit avant ou après l'épisode d'aujourd'hui. L'ordre, ce sera pas très grave si vous écoutez dans un ordre ou dans l'autre. Et dans cet épisode-là, donc l'épisode de la semaine dernière, on abordait justement le sujet de est-ce que tu te poses vraiment la question de comment tu vas? Comment surtout? Comment tu réponds à cette question? Et je vous donnais des outils pour faire le point le plus honnêtement possible sur comment vous vous sentez. Et à la suite de l'épisode de la semaine dernière, j'avais vraiment envie de faire un zoom sur le stress. Donc lorsque vous vous sentez particulièrement stressé, tendu, anxieux ou anxieuse, que ce soit lié à un événement en particulier, une période de vie, donc il y a quelque chose, un stress identifié, ou alors si vous vous sentez de manière globale assez stressé depuis plus ou moins longtemps, enfin, et là on parlera de stress chronique, de tendance à l'anxiété, etc. Donc dans cet épisode, on va plus précisément parler de comment peut se manifester le stress chez chaque personne. Je vous expliquerai quelques mécanismes qui se cachent derrière le stress, donc on va pas mal parler du système nerveux. Et enfin, je vous donnerai le plus possible d'outils et d'habitudes que vous pouvez mettre en place pour vous aider à mieux gérer votre stress. C'est parti, on attaque tout ça juste après l'intro. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps ou encore dans tes pensées ou tes émotions, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet assez rapidement, donc autour du stress, de l'anxiété, de comment mieux vivre, mieux gérer tout ça, parce que, alors déjà, c'est quelque chose que je rencontre énormément au cabinet, donc moi je le rappelle, je suis chiropracteur, donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les patients et les personnes que j'accompagne au cabinet. Et dernièrement, j'avais vraiment l'impression que c'était un sujet qui revenait énormément sur la table, alors que ce soit au cabinet, mais pas que ça soit aussi avec mes proches. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, en tout cas récemment autour de moi, qui se posent des questions par rapport à leur stress et en fait, certaines personnes prennent conscience, au bout de plusieurs années, on va dire, qu'ils ou elles se sentent stressés et vivent dans un stress, quasi, quotidien et un stress chronique. Donc ça me paraissait vraiment super pertinent de parler de ce sujet, d'aborder cette thématique et notamment à la suite de l'épisode de la semaine dernière. En fait, je suis persuadée que le stress et l'anxiété ne sont pas du tout des fatalités. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez essayer, tester, expérimenter, mettre en place pour vous aider à mieux gérer votre stress et en fait, notamment à réduire et diminuer l'impact que le stress a sur vous. Donc diminuer en fait les effets négatifs des stress environnements, de tout ce qui se passe autour de vous, faire en sorte que vous le viviez complètement différemment. Donc ça va vraiment être tout le sujet aujourd'hui. Déjà, comment est-ce que peut se manifester le stress? Gardons en tête que, comme pour tout, ça va être propre à chacun. Donc chaque personne va manifester le stress, va vivre, ressentir le stress de manière différente. Et puis même, chaque personne, selon les phases de vie dans lesquelles vous êtes, selon la maturité, selon plein de choses, vous allez l'expérimenter et le vivre de manière complètement différente. Si je prends un exemple très simple et assez basique qui va parler à mon avis à tout le monde parce que ça va plus ou moins tous nous replonger dans certains souvenirs, bons ou mauvais, ça je vous laisse en décider. Mais par exemple, lorsque vous avez dû ou lorsque vous deviez prendre la parole, donc on va prendre un exemple lorsque on est dans l'enfance, on rajoute pas d'autres stress, mais par exemple, de prendre la parole devant toute la classe, devant toute l'assemblée, devant un groupe de personnes, pour un exposé, pour une poésie, qu'importe, quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Donc surtout quand on n'était pas, enfin quand la personne ou l'enfant n'est pas forcément à l'aise, je prends l'exemple d'un enfant, mais c'est pareil pour les adultes, hein, évidemment. Mais si l'enfant n'est pas à l'aise et n'a vraiment pas envie de faire ça, ça peut générer du stress, ça peut créer du stress, et ce stress-là, comment est-ce qu'il va se manifester? Ça peut être de plein de manières différentes, mais si je prends des exemples assez généraux, avant de prendre la parole,
lorsque je me sens stressée, comment je le ressens? Je le ressens en, ayant l'impression d'avoir chaud. Donc j'ai l'impression de transpirer énormément, j'ai l'impression que mes mains tremblent, que ma bouche tremble, que je peux pas tenir en place, je peux avoir l'impression d'avoir envie de faire pipi, je peux avoir un petit peu mal au ventre, je peux avoir l'impression que j'ai absolument tout oublié et que je n'ai plus rien dans le cerveau et que tout ce que je connaissais par cœur la veille au soir, eh beh, tout a disparu. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc votre stress mental, votre stress émotionnel va se ressentir dans votre corps à travers des signaux, des signes, des symptômes, des choses que vous allez ressentir qui sont plus ou moins impressionnantes, mais vous allez sentir des choses en termes vraiment très corporels. Et donc dans la vie d'adulte, puisque juste avant je prenais un exemple lorsqu'on est enfant, quand on est adulte c'est exactement la même chose. En fait, qu'on vive des stress ponctuels sur des périodes courtes, des choses identifiées, ou quand on est sous stress chronique, donc ça on va en parler juste après, mais quel que soit le stress, si on est dans une période stressante pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, ça va se manifester, ça va se traduire de plein de manières différentes dans notre corps. Ça peut être par des troubles du sommeil, donc des problèmes de sommeil, problèmes d'endormissement, des insomnies, un sommeil qui n'est pas réparateur. Ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être des douleurs, ça peut être des raideurs, des tensions musculaires, des maux de tête, des troubles émotionnels. Troubles, c'est pas le mot le plus adéquat, mais en tout cas une gestion émotionnelle qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas optimale. On peut avoir des up and down, on peut aussi sentir que notre niveau d'énergie n'est pas du tout stable et très variable dans nos journées ou dans nos semaines. Enfin, ça peut être énormément de choses différentes. Et je vous cite tous ces exemples aussi pour que vous puissiez faire des liens, ou en tout cas vous poser des questions sur de potentiels liens entre ce que vous vivez dans vos vies et ce que vous ressentez dans votre corps. Parce que ce lien-là passe très souvent à la trappe, alors qu'il est très important à comprendre et à saisir que tout ce qui se passe dans vos journées, tout ce qui constitue vos journées, vos semaines, vos mois, vos années enfin tout ça va avoir un impact sur comment vous vous sentez, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et je vous faisais cette petite liste d'exemples de comment peut se manifester le stress aussi parce que j'ai pu rencontrer et suivre beaucoup de personnes, que ce soit mes proches ou que ce soit au cabinet, qui en fait ne se considèrent pas comme stressés. Donc c'est très subjectif, je suis d'accord, mais qui ne se considèrent pas du tout comme stressés, alors que lorsqu'on discute avec eux, qu'on pose des questions, qu'on sait, enfin qu'on connaît le mode de vie, qu'on connaît une partie des habitudes, on se dit waouh, mais comment fait cette personne pour ne pas être stressée? Et en fait, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des discussions, la personne se rend compte qu'en réalité, si, elle est stressée, elle se sent stressée, mais elle est tellement habituée à être dans cette ambiance stressante et à vivre sous stress et à ressentir ce stress-là, qu'il y a des choses qui ont complètement été normalisées par la personne, et elle peut commencer à voir tout ce qui se passe dans sa vie et tout ce qu'elle ressent comme des fatalités. Par exemple, quelqu'un qui a un gros rythme de travail, beaucoup de pression, beaucoup de stress, un environnement vraiment stressant et oppressant, la personne peut commencer à avoir des problèmes de sommeil, des problèmes d'endormissement et se réveiller le matin et être complètement crevée, et peut penser au fur et à mesure des mois, des années, que c'est juste la norme et que c'est normal et que tout le monde est comme ça. Alors que pas du tout. Donc c'est juste, voilà, remettez de la conscience aussi là-dessus, que parfois, même si on a l'impression de s'être habitué à notre environnement et à ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas forcément pour ça que tout ce qui se passe autour de nous et notre environnement est bon pour nous. D'accord? En tout cas que même si notre cerveau, notre système nerveux s'habitue aux contraintes qu'on lui impose, au niveau du travail, au niveau, enfin, quel que soit le domaine, mais prenons l'exemple du travail, même si votre cerveau s'habitue à ces contraintes-là, ce n'est pas pour ça que ça n'a pas des conséquences néfastes sur votre corps, que ce soit, enfin sur vous, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Pour que la suite soit la plus claire possible, j'avais envie de distinguer deux états de stress différents, qui sortent de nulle part, je pense, mais c'est juste pour catégoriser un petit peu et que les choses soient plus simples et plus claires à comprendre pour vous. Mais d'un côté, on va parler d'état de stress épisodique et de l'autre d'état de stress chronique. Donc je pense que les noms sont assez parlants, mais je vais quand même expliquer ce que je veux dire par là pour que tout soit clair. Mais l'état de stress épisodique, ça va être l'état dans lequel vous allez être, donc comment vous allez vous sentir, et puis en fait tout ce qui va se passer aussi dans votre corps sans nécessairement que vous le ressentiez de manière consciente. Mais ça va être cet état-là, l'état dans lequel vous allez être lorsque vous traversez une période plutôt courte et plutôt inhabituelle de stress. Donc en fait, ça va être que vous êtes en réaction
à quelque chose qui est inhabituel et anormal pour vous. Donc c'est pour ça que je parle de stress épisodique, enfin d'état de stress épisodique, parce que ça va être par exemple sur une journée particulièrement stressante au travail ou une période particulièrement stressante où vous avez un examen médical et ça vous stresse. Enfin c'est quelque chose de vraiment identifié qui va durer quelques heures ou quelques jours, éventuellement 2, 3 semaines max, par exemple sur une période stressante ou particulièrement fatigante, mais ça va être quelque chose de vraiment très identifié. Et je voulais distinguer donc cet état de stress épisodique avec l'état de stress chronique. Donc bon, je pense que le nom est assez parlant déjà enfin, par lui-même, mais là on va être sur un état, donc un ressenti global et puis des réactions physiologiques, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, qui est beaucoup plus étalé dans le temps, sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc là, c'est surtout pour les personnes qui se sentent de manière générale stressées, qui ont tendance à aller vers l'anxiété. Il y a vraiment quelque chose de... C'est un état global de stress et c'est des gens qui peuvent dire ah bah moi j'ai l'impression que j'ai toujours été stressée, je suis super anxieuse depuis que je suis jeune, enfin je suis comme ça, c'est comme ça. Voilà, là on parle d'un état un peu plus global, un peu plus général. Ces deux catégories-là, je vous les pose ici pour l'instant. Vous comprendrez ensuite pourquoi je vous en parle, mais c'était pour déjà clarifier tout ça et que vous ayez les éléments pour comprendre ce que je vais raconter ensuite. Parce que maintenant, je vais vous parler de système nerveux autonome. Donc oui, j'enfile carrément ma casquette de chiro, parce que c'est un sujet qui revient absolument tous les jours au cabinet, parce que c'est vraiment la base de notre travail en chiro. Je vais vous parler de système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, déjà, premièrement, ne vous stressez pas avec les noms, avec la terminologie. Le plus important pour moi, c'est que vous compreniez les idées qui sont derrière, les concepts, les mécanismes. Les noms, on s'en fout un peu. Ce n'est vraiment pas grave si vous ne retenez pas les noms ou que vous vous mélangez. Si c'est plus simple pour vous de penser A ou B quand je parle de deux choses distinctes ou de couleurs différentes, qu'importe, les noms, je vais vous les donner parce qu'ils existent et parce que c'est la terminologie qu'on utilise, mais c'est un vocabulaire un peu médicalisé, donc je sais que ça peut faire un petit peu peur. Ne vous prenez pas du tout la tête avec ça. L'idée est vraiment que vous compreniez voilà, les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Déjà, le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être votre cerveau, votre moelle épinière et tous les nerfs que vous retrouvez absolument partout dans votre corps. Et votre système nerveux va vous servir de grand communicant, en fait, que ce soit à l'intérieur de votre corps, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vraiment votre chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est votre système nerveux qui capte les informations de tout ce qui se passe autour de vous en permanence, qui les transmet à votre cerveau ou à certains organes qui ont besoin d'avoir cette information-là. Et ensuite, c'est votre système nerveux qui retransmet la réaction que vous devez avoir, dans l'autre sens. C'est également votre système nerveux qui va communiquer des informations entre les différentes parties de votre corps, les différents organes, les différentes zones. Donc c'est vraiment, comme je le disais juste avant, le chef d'orchestre. Il y a vraiment cette notion de communication en interne entre tout ce qui se passe et également avec le monde extérieur. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, ça va être en fait, je simplifie, mais c'est une partie de votre système nerveux qui fonctionne de manière complètement autonome et automatique. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va se passer dans votre corps sans que vous ayez besoin d'y réfléchir, d'y penser et de vous dire « Oh, il faut que je pense à respirer ». En principe, c'est un peu automatisé, j'espère pour vous, sinon c'est probablement compliqué. Donc typiquement, c'est ce qui fait que lorsque vous dormez, vous continuez à respirer justement, votre cœur bat toujours et par exemple vous digérez et plein d'autres choses. Et je prends l'exemple lorsqu'on est en sommeil parce que c'est assez parlant que lorsqu'on dort, on n'est pas en train de réfléchir à comment fonctionne notre corps, mais en réalité, tout au long de la journée, chaque seconde, chaque minute, il se passe en permanence énormément de choses dans notre corps dont on n'a pas du tout conscience et surtout sur lequel on n'a pas du tout le contrôle. Donc le système nerveux autonome va vraiment grandement participer à toutes ces réactions et tous ces événements en interne. Donc votre système nerveux autonome est divisé en deux modes de fonctionnement. Donc je vais vous expliquer parce que ça va vous permettre de comprendre énormément de choses. Là, on arrive sur les noms un petit peu compliqués, potentiellement. Donc je vous le répète, si vous ne retenez pas les noms, vous mélangez les noms, c'est vraiment pas du tout important. Le but, c'est que vous compreniez l'idée qu'il y a derrière. En sachant que je simplifie et je vulgarise un petit peu, dans le sens où, en réalité, c'est toujours plus compliqué que ça. Le corps humain, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pense. Mais voilà, pour faire très clair et très simple, d'un côté, il y a le système nerveux sympathique et de l'autre, le système nerveux parasympathique.
Ces 2 modes de fonctionnement vont vraiment marcher comme sur un système de balance. C'est-à-dire que lorsque l'un prend le dessus, l'autre doit laisser la place à l'autre de s'exprimer et donc doit se faire un petit peu plus petit. Il y a vraiment cette idée de balance, lorsqu'il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Et chacun de ces 2 modes de fonctionnement doit s'activer dans certaines situations. Donc c'est justement là-dessus que c'est vraiment important que vous compreniez. Donc le système nerveux sympathique. C'est celui qui doit s'activer et qui doit prendre le dessus lorsque vous vivez un stress, lorsque vous vivez une situation stressante, un danger, une urgence. Par exemple, si là vous êtes chez vous en train de m'écouter, si il y a un lion qui rentre dans la pièce, ou si vous êtes en train de marcher dans la rue ou en montagne, s'il y a un lion qui commence à vous courir après, là c'est votre système nerveux sympathique qui prend le dessus. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas le moment, lorsque vous voyez le lion, où vous allez vous dire «Oh, mais qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir?» Pas du tout. Je pense que c'est assez automatique et assez évident pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un stress qui arrive, il y a un stress qui survient, votre cerveau le capte, et tout votre système nerveux sympathique s'active, prend le dessus pour vous permettre de trouver une solution pour fuir et pour survivre. Donc ça, c'est vraiment le système nerveux sympathique. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui est plutôt conçu pour le court terme, pour vraiment une situation à caractère d'urgence, quelque chose qui, voilà, qui vous met en danger, dans lequel vous devez trouver un moyen de survivre. Il y a vraiment cette notion-là très animale. Donc c'est plutôt conçu pour le court terme parce que c'est quelque chose qui est assez énergivore pour votre corps. Et de l'autre côté, vous avez le système nerveux parasympathique. Donc ça va être tout l'inverse de la situation précédente, c'est-à-dire que le système nerveux parasympathique, lui, doit prendre le dessus lorsque vous êtes dans une situation calme, paisible, c'est-à-dire lorsque vous êtes au repos, lorsque vous dormez, lorsque vous digérez, quand vous êtes dans un environnement apaisant pour vous, calme. Il y a vraiment voilà, cette notion de paix à l'intérieur de votre corps, tout fonctionne de manière fluide, tout peut être enfin, votre corps, votre cerveau, votre système nerveux peut gérer tout ce qu'il y a à gérer au moment opportun. C'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus pour le long terme. Et en fait, c'est un fonctionnement de croisière. Vous pouvez rester comme ça très 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 longtemps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces 2 modes de fonctionnement-là marchent comme un système de balance. C'est-à-dire que lorsque vous vivez une situation stressante, votre cerveau, votre système nerveux doit être capable d'identifier que la situation que vous êtes en train de vivre est stressante et que votre corps se mette en sympathique. Donc que la balance bascule de ce côté-là, que le sympathique soit en haut. En revanche, lorsque cette situation stressante arrive à sa fin, que votre corps et votre système nerveux envoient l'information également que, ok, le stress est terminé, le danger est passé, donc on peut repasser en parasympathique, on peut repasser en mode beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible et de récupération. Visualisez vraiment cette image de balance qui bascule d'un côté et de l'autre parce que ça vous permettra de comprendre vraiment tout à propos de ça. En sachant que, à propos de cette balance, l'idéal pour vous, pour votre organisme, pour votre corps, pour votre tête, un peu pour tout, l'idéal sur une année, mais on va prendre un exemple plus court, sur une semaine ou sur un mois, c'est que vous soyez la majeure partie du temps dans un mode de fonctionnement parasympathique, donc qui vous permet de récupérer, de vous régénérer, quelque chose qui fonctionne bien, votre vitesse de croisière, et que une petite partie du temps seulement, vous soyez en sympathique. Donc, c'est-à-dire que vous ayez à gérer du stress, que vous ayez à... Enfin, votre corps doive réagir à du stress, à de l'urgence, à du danger, que ce soit vraiment plutôt dans ce sens-là. Une majeure partie du temps tranquille et une petite partie du temps sous stress. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure et les 2 notions et les 2 catégories dont je vous parlais, donc l'état de stress épisodique et l'état de stress chronique, je pense que vous l'aurez bien compris, mais lorsque vous vivez un stress épisodique, donc un événement bien identifié, c'est comme si en fait dans votre quotidien vous étiez en parasympathique, donc vitesse de croisière, tout va bien, tout se passe de manière fluide dans mon corps, je suis calme, je suis paisible. Et il se passe un événement, il y a une réunion, il y a un dossier à rendre, il y a une dispute, quelque chose de très identifié, et là, votre corps bascule en sympathique. Donc, se met dans un mode de stress et se met dans un mode de gestion et de réaction et de réponse au stress. Donc, lorsqu'il va y avoir des stress épisodiques comme ça, c'est vraiment, vous allez vraiment sentir en fait le contraste entre là tout va bien et là j'ai du stress. Et c'est ça qui fait que vous ressentez le stress. En revanche, lorsque vous êtes dans un état de stress chronique,
ce concept de balance n'est plus vraiment respecté parce que c'est comme si votre corps était beaucoup plus souvent en sympathique, donc réponse au stress, plutôt qu'en parasympathique. Donc si je prends un exemple de stress chronique, en sachant que, encore une fois, c'est propre à chacun et c'est très subjectif, donc ce n'est pas parce que vous ne rentrez pas dans cet exemple-là que vous ne pouvez pas être dans ce cas-là tout de même. Mais si je dois prendre un exemple qui va imager d'une bonne manière l'état de stress chronique, ça peut être une personne qui a un travail très prenant en termes d'heures dans la semaine, mais également en termes de charge mentale, en termes de pression. Peut-être que c'est quelqu'un qui subit énormément justement de pression de la part de ses supérieurs, peut être potentiellement en conflit, vivre des conflits ou des situations compliquées avec ses collègues. Ça peut être aussi un métier, enfin une profession, un travail où il y a déjà du stress en permanence, mais qu'en plus de ça, il y a des périodes particulièrement stressantes, donc des pics de stress avec des dossiers, des projets à rendre à des clients ou à ses supérieurs. Et cette personne-là, peut-être qu'aussi elle a une vie de famille, qu'elle a des enfants, qu'elle doit passer du temps avec ses enfants, s'en occuper, qu'elle a d'autres choses à gérer que son travail, et qu'en fait tout ça s'accumule dans les semaines, et ça crée une charge mentale et un stress qui est très 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 intense et très important. Donc dans ce cas-là, c'est comme si on bombardait notre cerveau, notre système nerveux, notre corps, nous en fait, comme si on le bombardait d'informations qui vont dans la même direction, c'est-à-dire je vis dans le stress, je suis dans un environnement stressant, il y a du danger autour de moi, il y a de l'urgence, donc vraiment ce message répété de stress, 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 stress. Donc je vous laisse imaginer de quel côté penche la balance et quel mode de fonctionnement prend le dessus. Forcément, c'est le sympathique, parce que notre corps est bien fait, notre corps s'adapte, et si notre cerveau capte les informations autour comme stressantes, si le cerveau comprend qu'on est dans un environnement stressant, eh bien, il fait tout pour qu'on puisse traverser cette épreuve-là et faire en sorte que on s'en sorte. Et si on pousse à l'extrême cet exemple-là, le but n'étant absolument pas de faire peur à qui que ce soit, c'est vraiment pour imager, pour vous expliquer, que vous compreniez et que potentiellement vous mettiez en place des choses ou que vous changiez certaines de vos habitudes pour mieux vous sentir et aller mieux. Donc si on va à l'extrême de ce genre de situation-là, que notre cerveau est en permanence ou presque bombardé d'informations stressantes, notre corps en conséquent est en permanence ou presque en système nerveux sympathique, donc en réponse, enfin s'active dans un mode de fonctionnement en réponse au stress. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait pour durer dans le temps. C'est un mode de fonctionnement qui est fait pour s'activer de manière assez courte, de manière sporadique, pendant quelques heures, quelques jours, mais pas pendant des mois ou des années. Et lorsqu'on est beaucoup trop souvent en sympathique, comme dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, notre corps nous envoie énormément d'informations, nous fait des retours, nous fait des feedbacks pour nous dire: «OK, là ça va pas, je peux pas tenir comme ça», et il se passe des choses dans notre corps, qu'on ressente ou non, mais il se passe plein de choses. Très souvent, ça crée quand même des symptômes ou des signes, des douleurs, des problèmes de sommeil, enfin tout ce que je vous citais tout à l'heure, des problèmes digestifs, ça peut être énormément de choses différentes. Mais déjà, il y a plein de signes, de signaux et de signaux d'alarme en fait, qui sont envoyés par votre corps pour vous dire: «OK, là, il faut changer quelque chose parce que je vais pas du tout tenir, sur ce rythme-là, sur cette intensité-là pendant longtemps, parce que je ne suis pas fait pour tenir ça pendant aussi longtemps». Et au niveau physiologique, donc dans toutes les réactions chimiques, qui se passent et qui se déroulent en permanence dans votre corps, ça a aussi un impact parce qu'en fait, à force d'être sous stress prolongé, donc sous stress chronique, votre corps va être obligé de puiser dans certaines réserves, dans certains organes dans lesquels il n'aurait pas du tout besoin de puiser en principe. Et en fait, ça va créer plein de dérégulations, plein de choses qui vont commencer à fonctionner d'une manière pas très harmonieuse et ça va se ressentir, comme je vous le disais, avec des signes ou des symptômes. Mais malgré ça, lorsqu'on continue à rester dans ce mode de fonctionnement-là et d'être en sympathique dominant, à un moment, donc revisualiser la balance, on est tout le temps en sympathique dominant, le parasympathique n'arrive même pas à prendre le dessus parce que votre cerveau, en plus, au fur et à mesure, a de plus en plus de mal à identifier ce qui est un stress et ce qui ne l'est pas. Il y a un peu tout qui se mélange, puisque votre cerveau se sent sous stress chronique, pour lui tout devient stressant. Donc on reprend la balance, le sympathique est en haut, le parasympathique est en bas. Il y a des signaux qui sont envoyés, votre corps commence à puiser dans ses réserves, ses réserves, ses réserves,
Et en fait, à un moment, votre cerveau, enfin votre corps va dire: «OK, là tu ne m'écoutes pas, tu continues sur ce rythme-là, moi je peux plus, je ne peux plus tenir, c'est plus possible. Là j'ai épuisé mes stocks de tout, je peux plus tenir». Et là, bam, la balance bascule assez brutalement de l'autre côté et ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, c'est quand vous avez été dans un environnement de stress prolongé, dans un état de stress, sous stress de manière beaucoup trop longue. À un moment, votre corps arrive vraiment au bout de ses réserves et votre système nerveux bascule automatiquement, vous ne pouvez rien y faire, en parasympathique, donc le mode de récupération, parce que vous avez tellement cramé toutes vos réserves que votre corps est obligé de passer dans l'autre mode, dans l'autre extrême, du jour au lendemain potentiellement, ou ça se fait petit à petit, ça va vraiment dépendre des cas. Mais sur les gros burn-out, donc c'est pas qu'il y ait des petits ou des gros burn-out, mais des burn-out assez spectaculaires, assez impressionnants en termes de symptômes et en termes de changement sur presque un jour ou l'autre, où vraiment il y a un espèce de moment de bascule, c'est votre corps qui se dit ok, il faut que je récupère parce que là j'en peux plus. Et le burn-out, c'est aussi appelé syndrome d'épuisement professionnel, bon, parce que c'est considéré que ça ne s'applique que dans le cadre professionnel, je suis persuadée que ça peut être appliqué dans tous les contextes, mais voilà, épuisement, c'est vraiment le mot que vous devez retenir, c'est que c'est comme si vous étiez sur un rythme de course à pied que vous pouvez tenir sur 1 kilomètre, mais que vous, là, vous lancez sur un marathon à cette vitesse-là, sur la même intensité, vous n'allez pas pouvoir tenir, ce n'est pas possible. Quel que soit le niveau, c'est comme si vous étiez dans un mode de fonctionnement qui est fait pour durer 5 minutes, mais en fait que vous obligez votre corps à être dedans pendant des jours, des semaines, des mois. À un moment, votre corps ne peut pas, enfin arrive à ses limites, d'où ce nom de syndrome d'épuisement. Et lors des cas de burn-out assez spectaculaires, c'est ce qui fait que parfois on entend des témoignages, on entend des personnes qui racontent que c'était quasiment du jour au lendemain, mais impossible de sortir de son lit, très dur de s'alimenter, de trouver la motivation pour faire quoi que ce soit. Il n'y avait plus d'énergie du tout. En fait, c'est vraiment que votre corps a besoin de récupérer. Donc votre corps vous force, c'est du repos forcé, votre corps vous force à être en parasympathique et à vous reposer. Donc je le répète, mais le but ce n'est absolument pas de vous faire peur. Le burn-out, c'est pas voilà, c'est pas un gros mot, c'est pas non plus la finalité en soi. Ce n'est pas si vous êtes dans une période stressante, c'est pas forcément pour ça que vous finirez en burn-out. Ce n'est pas du tout le message que je veux passer, mais c'est vraiment pour vous expliquer le mécanisme et ce qui peut faire que vous en arriviez là. Et toujours pareil, le but c'est que vous ayez des éléments de compréhension pour mieux vous écouter et mieux gérer le stress, mieux gérer vos périodes de vie stressantes. Et justement, pour mieux gérer, mieux vivre votre stress, réussir à diminuer l'impact que ça a sur vous, je voulais vous donner des outils pour vous aider à travers tout ça, que ce soit des outils de crise, donc lorsque vous traversez une période où vraiment vous avez un pic de stress sur quelques heures ou quelques jours, des outils que vous pouvez mettre en place très facilement, très rapidement, un peu n'importe où pour vous aider à faire redescendre tout ça, mais aussi des outils que vous pouvez vraiment utiliser comme des habitudes de vie, des choses que vous mettez en place de manière beaucoup plus régulièrement et qui peuvent aussi servir en prévention pour justement vous accompagner à éviter qu'il y ait des pics de stress et éviter que vous vous sentiez stressé tant que possible. Donc, dans les outils plutôt de crise, même si tous ces outils-là peuvent aussi être appliqués au quotidien ou de manière beaucoup plus répétitive, dans les premiers outils de crise, enfin, le premier, ça va être la respiration. Ne négligez pas la respiration. Lorsqu'on est sous stress, lorsqu'on est voilà, un peu paniqué, complètement stressé, complètement oppressé par ce qui est en train de se passer autour de nous, on a tendance à être en apnée. On peut avoir une respiration très très courte, peu ample, très haute au niveau des épaules, ce qui peut aussi créer plein d'autres tensions au niveau musculaire. Mais pensez à vous concentrer sur votre respiration. Donc par exemple, si vous êtes au bureau, que vous voyez que votre to-do list s'allonge et s'allonge et s'allonge et que vous allez craquer d'un moment à l'autre parce que vous êtes fatigué et qu'en ce moment votre enfant ne dort pas du tout, enfin qu'importe, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Vous allez aux toilettes si vous avez besoin, mais voilà, prenez le temps juste de respirer, vous concentrez, vous pouvez compter tout ce qui est cohérence cardiaque, vous trouverez des vidéos, des applications, mais des choses qui peuvent vous guider, vous mettez des écouteurs et vous écoutez, vous comptez votre nombre de secondes sur l'inspiration, vous pouvez bloquer et ensuite expirer, rebloquer ou simplement vous concentrer sur votre respiration
juste remettez de la conscience sur votre respiration. Prenez le temps, en mettant vos mains sur le ventre ou où vous voulez, de respirer, de sentir que vous respirez, que l'air entre et que l'air sort. Le fait de faire ça, déjà, ça va vous calmer parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez sans doute dans une respiration super haute et très stressée. Le deuxième outil dont j'avais envie de vous parler, ça va être d'établir la liste de vos vraies urgences. Prenez 3 minutes et mettez à l'écrit, ou pas d'ailleurs, si vous pouvez le faire mentalement ou vous préférez le faire mentalement, il n'y a aucun souci. Mettez à l'écrit sur papier, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ou sinon vous visualisez ça ou vous y pensez simplement. Ok, qu'est-ce qui est vraiment urgent là tout de suite, qui ne peut pas attendre demain ou qui ne peut pas attendre plus tard dans la journée? Parce qu'en fait, parfois, lorsqu'on a cette fameuse to-do list qui s'allonge, donc la tâche de choses qu'on a à faire ne fait que de s'allonger et on se dit mais je vais jamais réussir à tout faire d'ici ce soir, bah prenez 2 minutes de recul et dites-vous ok, là qu'est-ce qu'il faut absolument que j'ai fait avant telle heure? Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus réaliste, parce qu'en réalité, parfois, on va avoir une liste de 15 choses à faire en 15 minutes, qui ne sont absolument pas réalisables en 15 minutes, et on se rend compte que, ok, il y a 3 choses qui sont vraiment urgentes, donc celles-là, je peux les faire en 15 minutes, le reste, ça peut attendre un peu plus tard dans la journée, ou ça peut attendre demain ou après-demain. Le fait de faire ça, ça vous permettra de prendre du recul, de déstresser et de faire redescendre la pression parce que vous allez être face à quelque chose de beaucoup plus faisable et de beaucoup plus réalisable. Ensuite, troisième chose, ça va être de ralentir. Donc ce mot-là, vous allez beaucoup m'entendre le dire parce que c'est super important et je pense que j'en ferai peut-être un épisode à l'occasion vraiment que autour de ça. Mais ralentir, pourquoi? Parce que si vous restez dans un état de précipitation en permanence, vous vous stressez vous-même. Donc pour faire simple, si on reprend un peu toujours l'exemple avec le travail, vous avez des grosses semaines, si lorsque vous finissez votre journée et que vous rentrez chez vous, si vous continuez à être en train de courir partout, à vous précipiter, à vous dépêcher dans vos gestes, à vous dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Oh vite, faut que je coupe les légumes, etc. Non, en fait. Parfois, quand on est pressé, on doit se dépêcher, ok, mais essayez de voir, de vous observer, de prendre du recul par rapport à votre comportement là-dessus. Est-ce que parfois vous continuez à être dans un rythme comme si vous étiez dans le rush, comme si vous deviez absolument finir quelque chose le plus vite possible alors que vous n'avez pas du tout besoin de vous dépêcher? Essayez de vous poser la question, essayez d'observer ça chez vous. Et lorsque vous vous surprenez à faire ça, essayez de ralentir vos gestes, de ralentir votre débit de parole, de ralentir votre cadence de pas si vous êtes en train de marcher et que vous n'êtes pas pressé, de vraiment ralentir tout ce que vous faites, de prendre le temps de ressentir ce qui se passe, parce qu'en fait, le fait de ralentir, ça vous aidera aussi à remettre de la conscience sur les choses. Si je suis en train de faire la cuisine, je prends le temps de couper, je prends le temps de ressentir ce qui se passe dans mes mains. Ça ne veut pas dire nécessairement de mettre 30 minutes pour couper une tomate en deux, mais c'est de voilà, d'être présent, d'être présente dans ce que vous êtes en train de faire et donc de ralentir. Le fait de faire ça, c'est vraiment game changer. C'est super simple à mettre en place, mais ça peut énormément vous aider. Donc essayez d'être vigilant et vigilante là-dessus, notamment quand vous êtes dans des périodes particulièrement stressantes, d'essayer à des moments de vous dire ok, là, il faut que je me calme, faut que je ralentisse en fait, tranquille, c'est bon, le stress il est passé, ok, peut-être que j'y retourne demain matin, mais là j'ai quelques heures devant moi où je peux ralentir. Et de manière générale, le fait de ralentir, ça vous aidera et ça aidera votre corps et votre système nerveux à basculer en système nerveux parasympathique. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de ralentir ou de faire des pratiques où vous avez des gestes très très lents parce que ça vous aidera à basculer et à rester dans cet état-là plutôt que de surenchérir avec du stress et une accumulation de situations stressantes qui vous fera rester en sympathique et donc ce mode d'urgence. Ensuite, un autre outil que vous pouvez utiliser notamment en situation de crise, mais pas que, je le répète, mais là on va quand même mettre en avant la situation de crise, ça va être de vous créer une bulle de calme. J'en ai un peu parlé la semaine dernière dans l'épisode de Comment vas-tu vraiment, mais créez-vous des moments où vous avez peu de sollicitations, peu de stimulation visuelle, auditive, mettez-vous dans le calme. Que ce soit chez vous ou dans un endroit calme en nature par exemple, mais essayez de pourquoi pas couper les notifications de votre téléphone, baisser le son ou arrêter le son de la télé ou de la musique ou de la radio, qu'importe. Mettez-vous dans une ambiance calme, mettez-vous vous
aussi dans un état d'esprit beaucoup plus calme et limiter le plus possible les stimulations autour de vous. Parce que toutes ces stimulations-là externes, que ce soit le bruit d'un message, que ce soit de scroller sur votre téléphone, que ce soit la musique de fond, que ce soit, enfin vraiment quoi que ce soit, ou la lumière très forte, tout ça, ça va envoyer encore plein d'informations à votre système nerveux. Et si votre système nerveux a tendance à déjà être saturé et a déjà tendance à être en sympathique, donc se sentir sous stress, le fait qu'il y ait énormément de stimulation externe, ça va encore alimenter ça. Donc essayez de vous créer une bulle de calme, quelques minutes ou plus, hein, si vous pouvez, dans un endroit où vous vous sentez bien pour vous aider à redescendre et à vous apaiser. Et enfin, autre outil que vous pouvez utiliser, c'est de mettre du mouvement. Mettre du mouvement dans votre corps. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez super stressé, que vous êtes dans un pic de stress, n'hésitez pas à prendre le temps, si vous en avez un petit peu devant vous, en tout cas de créer ce temps-là dans votre journée ou dans votre matinée ou dans votre semaine pour bouger. Donc ça peut être simplement d'aller marcher, parce que parfois le fait de sortir 10-15 minutes plus, hein, si vous pouvez évidemment, mais de sortir 10-15 minutes pour marcher, ça vous aidera énormément. Ça vous aidera à faire redescendre le stress, à sortir de cet état de saturation et ça vous aidera au niveau physique, physiologique, corporel à réguler différemment plein de choses, plein de mécanismes dans votre corps. Donc ça vous aidera tout simplement à déstresser et faire descendre cette jauge de stress. Je parle de la marche, mais ça peut être énormément d'autres choses. Ça peut être des pratiques corporelles, ça peut être le sport que vous faites. Enfin, en tout cas, de bouger, ça vous aidera à évacuer même le stress physique, enfin la charge de stress physique qui a été emmagasinée dans votre corps. Le fait de vous défouler, ça vous aidera énormément. Ensuite, pour parler des habitudes que vous pouvez mettre en place vraiment au quotidien, en plus des outils que je viens de vous donner juste avant, tout ce que vous pouvez mettre en place de manière plus régulière, il y a plusieurs choses. Et la première, évidemment, parce que moi ça me paraît évident, mais je sais que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas quelque chose qui est automatisé pour tout le monde. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que oui, d'être accompagné par un ou une thérapeute, ça pourra et ça vous aidera énormément. Donc moi je le vois parce que je suis chiro, donc j'accompagne énormément de personnes qui veulent améliorer leur gestion du stress, qui veulent diminuer l'impact du stress sur eux, sur leur corps, sur leurs émotions, mais je sais qu'il y a énormément d'autres professions, que ce soit des ostéopathes, des psychothérapeutes, des sophrologues, qu'importe, il y a plein de choses géniales qui existent, qui peuvent vous aider là-dessus. Aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement insisté ou développé ce point-là, simplement parce que ce n'était pas le sujet du jour, parce que je voulais déjà vous donner plein d'éléments de compréhension, que vous ayez des informations plus claires que vous puissiez utiliser, ainsi que des outils à mettre en place et à utiliser également dans votre quotidien lorsque vous êtes seul, lorsque vous devez gérer tout ça en autonomie. Mais évidemment, le fait d'être accompagné par un thérapeute ou une thérapeute vous aidera énormément. Deuxième habitude que vous pouvez mettre en place, c'est plutôt une idée générale à comprendre et à intégrer, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Ça, je pense que c'est encore une notion que je vais beaucoup répéter, mais être à l'écoute de votre corps, ça vous permettra de mieux vous connaître pour sentir quand le stress commence à monter, à s'accumuler et que là, ça commence vraiment à être trop pour vous. Donc il y a plein d'outils qui peuvent vous aider là-dessus, j'en parle beaucoup dans l'épisode de la semaine dernière, notamment l'autoscan, pour sentir ce qui se passe dans votre corps si vous sentez que vous avez tendance à être un petit peu déconnecté en temps réel de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et vous écouter, c'est aussi savoir adapter votre planning, c'est savoir annuler des choses que vous aviez de prévues, c'est prendre un rendez-vous parce que là vous en ressentez le besoin, c'est vraiment d'adapter aussi votre quotidien selon les phases de vie dans lesquelles vous êtes. Forcément, lorsque vous êtes dans un moment beaucoup plus stressant de votre vie, peut-être que vous aurez besoin de plus de temps pour vous, peut-être que vous aurez besoin de voir moins de monde à l'extérieur. Ça, ce sera selon vous et vos besoins, mais vraiment soyez à l'écoute de votre corps et de vous-même. Ensuite, une autre habitude qui peut être mise en place et qui peut devenir plus ou moins un réflexe, c'est de vous poser au moins une fois dans la journée. Donc quand je dis vous poser, c'est-à-dire entre deux tâches que vous avez à effectuer, quand vous avez un moment où vous pouvez avoir quelques minutes, bah vous prenez ces quelques minutes pour ne rien faire, ou en tout cas faire quelque chose qui vous fait vraiment du bien, vous allonger, écouter de la musique, prendre le temps d'aller marcher, ne rien faire, lire un livre, enfin de vraiment poser, d'arrêter d'être dans le rush de la journée, dans l'enchaînement des choses, vous vous posez, vous mettez votre journée en pause pendant quelques minutes.
Pourquoi? Parce que je pense que c'est impossible de tenir un rythme très soutenu et très stressant sur moyen et long terme en étant en bonne santé si on ne prend jamais le temps de se poser. Repensez vraiment à l'idée de la balance. Le but, c'est quand même que les deux côtés puissent s'exprimer, ok? Donc même s'il y a des périodes de vie où vous êtes obligé d'être plus en sympathique, donc d'être plus sous stress, il n'y a pas de souci, mais prenez quand même le temps de créer des bulles, de créer des moments et des occasions où vous pouvez être en parasympathique, où vous pouvez relâcher et récupérer. Ensuite, ce qui sera important, c'est vraiment de créer vos propres habitudes et vos propres routines. Donc que ce soit la respiration, que ce soit des pratiques corporelles, que ce soit à travers votre activité physique, que ce soit du journaling, donc le fait d'écrire dans un carnet de manière quotidienne ou presque, que ce soit de dessiner, que ce soit de faire ou d'écouter de la musique, vraiment ce que vous voulez, mais créez-vous des habitudes et des routines qui vous permettent justement de redescendre, de faire redescendre votre niveau de stress. Et gardez en tête que les habitudes et routines, ça va encore une fois être propre à chacun et ça va dépendre aussi des périodes de vie dans lesquelles vous êtes. Si on parle simplement des saisons, donc des différentes saisons dans l'année, ce sera l'épisode de la semaine prochaine parce que je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre également. Mais selon les saisons, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes besoins. Donc c'est normal si vous sentez qu'il y a certaines habitudes qui sont beaucoup plus dures à tenir et à maintenir dans vos semaines. Et pour vous donner encore d'autres idées très concrètes, par exemple, moi, pour mieux gérer mon stress au quotidien, mais notamment lors des périodes particulièrement stressantes, je vais vous parler de deux choses. Déjà, il y a le sport pour moi qui est super important. Je sais que ça fait clairement partie de mon hygiène mentale, donc mon hygiène physique certes, mais mon hygiène mentale. Et c'est ça qui va me servir de fil rouge au quotidien pour m'aider en fait à réguler beaucoup de choses, mais entre autres le stress. Donc pour moi, ça, je sais que c'est super important. Et lorsque j'ai des pics de stress vraiment plus élevés, que je sache pourquoi ou pas, ce que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois ou une année et quelques, c'est du shaking. Donc le shaking, c'est lorsque c'est une pratique corporelle et en fait vous mettez de la musique, ou pas d'ailleurs, mais la musique ça aide vachement. Le but ça va être de secouer votre corps, donc on a l'air un peu con quand on fait ça, mais ça fait énormément de bien parce qu'en fait ça aide à décharger au niveau physique et ça aide votre système nerveux, enfin notre système nerveux, à mieux se réguler et à évacuer le stress et à sortir de cet état de stress pour être dans un état beaucoup plus relaxé, beaucoup plus détendu. Donc ça, moi, je sais que c'est vraiment super efficace et super utile. Donc je n'hésite pas à le faire et entre avant et après, donc il y a quelques minutes qui s'écoulent, mais je suis vraiment dans un état complètement différent. Donc par rapport à ça, n'hésitez pas à essayer, à tester, à expérimenter des choses, même si ça vous paraît super bizarre ou ça vous paraît complètement perché, n'hésitez pas à essayer quoi que ce soit. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, alors c'est pas parce que la personne vous parle d'une pratique ou une autre qu'elle va nécessairement être efficace sur vous, mais essayez. Vous ne perdez pas grand-chose à essayer en général. Donc essayez, testez, parce que parfois on peut être très agréablement surpris par des choses super simples qui nous paraissent anodines et en fait qui changent beaucoup de choses et qui nous aident énormément au quotidien. On arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider à mieux comprendre ce qui se passe lorsque vous êtes stressé et pourquoi peut-être vous vous sentez stressé à certains moments ou d'autres. Et j'espère que tous les outils dont je vous ai parlé pourront être efficaces et pourront vous accompagner au quotidien pour vous aider là-dessus. Si l'épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous et vous pouvez également me faire des retours ou laisser une note au podcast. La semaine prochaine, on parlera de vivre avec les saisons, en quoi ça peut nous aider, en quoi ça peut nous être bénéfique et comment ça peut nous accompagner dans notre quotidien. J'ai super hâte parce que c'est vraiment super intéressant. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve mercredi prochain. À très vite!